Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, la RDC a lancé une initiative très importante pour la traçabilité de l'or d'exploitation artisanale, l'ITOA, initiative qui va permettre à ce que la plupart ou le masse d'or qui sont exploités artisanalement ne puisse plus sortir en fraude. Et vous savez, la fraude minière a terrassé l'économie du pays depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, on parle de plusieurs tonnes d'or qui sortaient du pays par de voies incontrôlées. Et c'est ainsi que depuis la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, qui est dirigée par Maître Pascal Niembo, coordonnateur national de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, et il y a maintenant beaucoup d'efforts. À gauche, à droite, on apprend les gens qui sont arrêtés en flagrance délit des tentatives de fraude ou des opérations de fraude. Aujourd'hui, la plupart des fraudeurs se posent des questions deux fois parce que Maître Pascal Niembo est venu très déterminé pour décourager tous les fraudeurs du secteur minier. Et avec l'ITOA, l'initiative de traçabilité de l'or d'exploitation artisanale, qui vient encore renforcer les systèmes qui existent. Vous savez que dans l'exploitation de diamants, on a parlé du processus de Kimberley, et pour l'exploitation de l'or, il y a maintenant l'ITOA qui est lancé par le gouvernement congolais. C'est ainsi que Maître Pascal Niembo en parle et précise pourquoi l'ITOA aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut. Vous pouvez le suivre. Vous devrez comprendre que le souhait de la République démocratique du Congo et du gouvernement de la République est de se conformer aux conventions signées par notre pays, par le président de la République à l'extérieur. Nous avons signé des conventions avec les autres chefs d'État de la région des Grands Lacs, ça veut dire les 11 pays qui nous entourent, pour lutter contre l'exploitation illicite de minerais dans la région des Grands Lacs, au niveau de CIRGL. Alors ce qui fait que notre pays est vraiment en avance. Nous avons mis en place la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, composée de tous les services de la République qui luttent contre la fraude. Et ensuite, nous sommes dans la démarche de lancer l'ITOA, l'initiative de l'or de l'exploitation artisanale, de traçabilité, pour tracer un peu l'or de l'exploitation artisanale de sorte que les groupes armés ne puissent pas avoir la possibilité de contaminer l'or exploité légalement. Vous savez qu'ici chez nous, lorsque vous voulez acheter de l'or, vous ne pouvez pas quitter comme ça en Ouganda, vous vous installez au Congo, vous achetez l'or et vous exportez. Non. Vous ne pouvez pas quitter comme ça au Rwanda, vous vous installez au Congo pour acheter l'or et exporter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, il y a des lois. Et le climat des affaires en République démocratique du Congo est d'abord fondé sur le respect de la loi de la République. Donc c'est pourquoi nous nous disons que nous ne pouvons pas tout le temps subir les initiatives venant de l'extérieur. Vous savez que les initiatives qui viennent de l'extérieur, c'est pour appuyer la faiblesse des services techniques à l'intérieur du pays. Nous disons que nous pouvons nous-mêmes prendre des initiatives à l'intérieur du pays, encadrer notre exploitation, tracer notre or, depuis jusqu'à l'exportation. Parce qu'avec l'ITOA, on aura maintenant la capacité de déterminer les acteurs dans le secteur de l'exploitation de l'or artisanal. Donc, nous identifions d'abord les sites d'exploitation. Il faut connaître que ces sites, c'est le site vert, rouge ou jaune. Lorsque c'est vert, ça veut dire qu'on peut exploiter. Lorsque c'est rouge, ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Il y a la présence de groupes armés. Il y a les enfants mineurs, il y a des femmes enceintes qui ne peuvent pas accéder dans les sites d'exploitation. C'est interdit par la loi de la République. Et conformément aussi aux conventions que nous signons avec CIRGL, vous savez que le Congo est aussi membre du processus de Kimberley. Vous savez que c'est le CEC qui est le point focal de l'État congolais dans le cadre du processus de Kimberley. Donc, nous avons l'obligation de veiller sur les détails. C'est pourquoi nous avons décidé, comme nous sommes beaucoup plus tranquilles outre que la fraude, mais en ce qui concerne la traçabilité des diamants, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Parce que nous avons mis en place un système du processus de Kimberley qui a l'aptitude de prendre en charge la provenance et la destination de notre diamant.
Et là, dans le secteur des diamants, il y a même une sorte de signification d'avance. Si vous voulez sortir avec les colis vers la Belgique, nous signifions à la Belgique le mouvement des colis qui quittent le Congo vers chez eux. Parce que nous sommes en contact avec la bourse d'Anvers, nous sommes en contact avec la douane belge, nous sommes en contact avec les autorités de certification de diamants à Bruxelles. Et nous voulons faire la même chose dans le secteur de l'or. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer l'ITOA, qu'on appelle ici l'initiative de traçabilité de l'or de l'exploitation artisanale. Voilà, Maître Pascal Niembo est très clair parce que cette initiative a beaucoup de bénéfices et permet à ce que la plupart des quantités d'or qui sortaient dans des poches de gens et par des voies illicites puissent être récupérées, et ça permet au pays de rentrer ou de récupérer beaucoup de moyens qui sortaient par des voies illicites, et cela peut soutenir l'économie du pays. Maître Pascal Niembo explique comment sera opérationnelle cette initiative qui est très importante et qui a reçu les moyens et le soutien du Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, le CESC, où Maître Pascal Niembo, en dehors de sa casquette du coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, est aussi directeur général adjoint du CESC. Il parle. L'or, nous n'avons jamais eu des initiatives venant de l'extérieur. C'est parce qu'on considère que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la présence des groupes armés sur le mouvement de l'or du Congo vers l'Ouganda et consorts. Mais nous disons que nous sommes un État. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous avons l'obligation de trouver des solutions. De la même manière que nous avons trouvé la solution sur l'initiative qui concerne le coltan, cassitérite, cobalt, que nous sommes en train de lancer aussi, nous avons dit qu'il était important qu'on commence d'abord par l'or. Parce que nous avons passé l'étape du diamant. Le diamant est pris en charge par le processus de Kimberley. Donc, partout aujourd'hui dans le monde, lorsque vous achetez le diamant, vous êtes obligé de vous conformer au processus de Kimberley. Ça, c'est une convention que l'État congolais a signée. Mais l'or, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut laisser les groupes armés continuer à exploiter nos minéraux en Ituri, à l'est du pays, afin d'acheter les munitions et les armes pour venir tuer les fils et filles de ce pays? Nous disons non. Ça serait irresponsable de notre part de laisser les choses pourrir. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer l'ITOA. L'ITOA va prendre en charge d'abord, l'ITOA c'est une sorte de passeport de minéraux vers l'extérieur. L'ITOA c'est une sorte de chaîne d'approvisionnement responsable de l'or de la République démocratique du Congo. L'ITOA c'est la traçabilité même, c'est l'identification des acteurs qui opèrent dans le secteur d'exportation de l'or en République démocratique du Congo. La particularité est que dans l'ITOA, nous avons des sachets inviolables. Et les sachets inviolables sont accompagnés par une sorte de puce à l'intérieur, dont nous détenons les codes. Ce qui signifie que lorsque vous achetez l'or à Bunia, par exemple, au niveau des sites d'exploitation, mais nous, au niveau des sites, nous avons déjà le modèle de sachet qui est dû au site de l'exploitation. C'est une sorte de sachet intelligent. Donc à l'intérieur, il y a l'ensemble des données. Ça veut dire nous intégrons nos services sur place à Bunia, intègrent sur ce puce-là la localité, le territoire, le secteur ou le groupement, parfois même le nom du chef coutumier qui gère la terre de l'exploitation sera intégré juste pour identifier la provenance de la marchandise. Première opération. Lorsque vous quittez avec cette marchandise, dans les sachets inviolables que nous avons donc pris en charge à partir des sites d'exploitation, vous allez vous présenter avec la marchandise devant un bureau d'achat. Ça peut être un bureau d'un négociant congolais, ça veut dire que des commissionnaires qui s'installent en brousse pour acheter. Alors, là aussi, nous avons le sachet B. Il y a encore une sorte de puce à l'intérieur. Nous allons prendre en charge, d'abord identifier l'acheteur, donc la provenance même de son argent, parce que nous avons l'obligation de veiller sur le flux matière et le flux monétaire, pour éviter que les groupes terroristes ne viennent donner l'argent
en République démocratique du Congo où les gens vont acheter les minerais pour alimenter la criminalité dans le monde. Ce n'est pas ça notre souci. C'est pourquoi nous devrons prendre en charge, même les commissionnaires. Donc l'État congolais décide de prendre en charge, identifier le commissionnaire, sa provenance, lieu d'achat et son identité, ainsi que le poids et la teneur du colis que vous avez acheté. Parce que nous devrons connaître la teneur. La teneur, pour nous, ça va nous permettre d'éviter que les minerais qui sont prohibés au niveau de l'exportation ne puissent pas être exportés dans notre pays. L'ensemble des sites d'exploitation à l'est du pays, je prends l'exemple de Sud Kivu, Nord Kivu, et même dans l'Ituri, l'ensemble des sites d'exploitation, ce sont des sites d'abord identifiés par le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Mines. Donc vous ne pouvez pas se lancer dans une exploitation artisanale lorsque le site d'exploitation, cette zone-là n'est pas identifiée comme zone verte. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer et exploiter. C'est-à-dire dans zone verte, il n'y a pas de groupes armés sur le lieu d'exploitation, il n'y a pas des enfants mineurs, etc. etc. Donc c'est la première condition pour que l'ITOA s'installe afin de tracer les minéraux que vous êtes en train de produire. C'est une obligation des codes miniers, c'est une obligation de manuel de procédure, de traçabilité dans notre pays. Voilà, l'ITOA, ce n'est pas vraiment un service nouveau créé par le ministère des Mines. L'ITOA n'est pas quelque chose qui vient tout simplement pour envoyer des cartes, mais c'est une initiative sérieuse parce que qui se base sur des actions concrètes, telles que Maître Pascal Nimbo l'explique dans ces cadres. Vous pouvez les suivre parce que les dispositions sont prises pour aider le gouvernement ou le ministère des Mines à ne plus perdre vraiment même une petite pépite d'or qui pourrait sortir par des voies illicites. Maître Pascal, il justifie cela. Il y a 3 catégories de sites. Il y a des sites qu'on appelle ici, qu'on peut exploiter, donc ça c'est vert. Il y a aussi des sites jaunes, c'est-à-dire en voie. C'est-à-dire les groupes armés n'ont plus l'accès. Nos militaires arrivent quand même à les évacuer. Ceux qui n'ont plus la capacité d'opérer dans le secteur. Ça c'est jaune. Il y a aussi des sites rouges. Ça veut dire là, on ne peut même pas installer l'ITOA. Et les minerais qui sortent de ces sites-là ne peuvent pas être exportés dans la légalité. Ce qui signifie que les consommateurs finaux de nos minéraux, ils vont exiger la traçabilité des minéraux avant d'acheter. Parce que nous sommes membres de l'OCDE. Et les consommateurs finaux sont aussi membres de l'OCDE. Nous nous posons des problèmes comme État. Nous disons que voici ce que nous avons décidé dans notre pays pour les achats à ce qui concerne l'or. Pour que vous puissiez acheter l'or venant de la République démocratique du Congo, il faut que ce minerai respecte le mécanisme de traçabilité mis en place par l'État congolais. Et parmi ce mécanisme, c'est l'ITOA. Notre président de la République, il a signé conjointement avec les autres chefs d'État de la région l'accord de lutte contre l'exploitation illicite de minerais dans la région. Ok? Donc, mais il se fait que les autres États ne respectent pas à 100% leurs signalements. Oui, si vous allez aujourd'hui en Ouganda, vous allez constater que les statistiques de production n'est pas conforme aux statistiques d'exportation. Ça veut dire que l'Ouganda exporte plus que ce qu'il produit. Donc il y a la fraude. Et cette fraude est entretenue parfois par les fils et filles de ce pays. Ce n'est pas des Ougandais qui quittent en Ouganda, qui viennent s'installer chez nous pour acheter des minerais. Non. Ceux qui achètent pour ces États-là, ce sont des Congolais. Non, ça ce sont des pays fraudeurs. On ne peut pas encourager le fraudeur qui s'organise pour saboter l'économie nationale. Je vous donne un exemple. Pour ouvrir un comptoir d'or en République démocratique du Congo, c'est 7 000 $. 7 000 $ américains, vous avez un comptoir d'or et vous êtes autorisé d'acheter sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, avec caution de 10 000 $ à restituer d'ailleurs. Non, non, le problème que nous avons est que le diable a érigé son état-major à l'est de la République apparemment. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire à la télévision parce que c'est ce que je coordonne la lutte contre la fraude minière. Il y a le fils du pays qui s'organise de mauvaise foi, qui exploite et qui amène le minerai en Ouganda, au Rwanda, d'une manière frauduleuse. Ça n'a rien à voir avec le taxe. Aujourd'hui d'ailleurs,
la raffinerie ougandaise était obligée de venir négocier. Pourquoi? Parce que nous avons fait un travail de fond au niveau des consommateurs finaux. Et nous allons continuer à le faire. Nous avons signifié des raffineries que ceux qui achètent l'or venant de l'Ouganda, donc ils encouragent les groupes armés dans la région. Parce qu'il ne faut pas voir le problème des taxes. Les activités clandestines d'achat d'or en Ouganda ou au Rwanda n'est pas fondée sur les taxes. C'est fondé sur l'argent qui n'est pas contrôlé sur sa provenance. C'est ça. Lorsqu'il y a une sorte de troc, on fait échange entre l'or et les armes et les munitions, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de l'égalité sur les deux pays en ce qui concerne les exportations d'or. Je vous donne un exemple très simple. Ça ne fait pas très longtemps, j'ai ordonné l'arrestation d'un Français, Franck Ménard, qui faisait pratiquement l'échange de l'or et des armes pour renforcer le groupe armé. Vous voyez? Donc, et ce Français-là est basé en Ouganda. Alors, vous ne pouvez pas dire ici que les conditions sont beaucoup plus allégées en Ouganda. À l'Ouganda, ce n'est pas un problème de conditions allégées. En Ouganda, ça tourne autour de mécanismes de sabotage de la stabilité économique de notre pays. Et vous savez que lorsque le Congo est malade, tous ces petits pays qui nous entourent se sentent beaucoup plus à l'aise. Et il faut aussi comprendre que la collaboration avec les pays limitrophes et les pays voisins est d'une importance capitale. Avec son expertise, l'expérience qu'il a dans le domaine, M. Pascal Niembo démontre combien l'ITOA et aussi la Commission nationale de lutte contre la fraude minière collaborent avec deux pays limitrophes et aussi des dispositions concrètes sont prises pour décourager tous ceux qui sont encore en train de chercher à tenter à sortir avec un colis d'or de façon illicite. Nous disons c'est déjà quelque chose qui appartient au passé. Parce que M. Pascal Niembo, avec toutes les stratégies, tous les moyens qui sont mis en place pour lutter contre la fraude minière et aussi encourager l'ITOA, en tout cas, les gens sont découragés et d'ici là, nous disons, la fraude minière connaîtra beaucoup de problèmes et c'est une façon d'éradiquer ces fléaux qui a permis au pays de vraiment connaître des grandes pertes. Et M. Pascal explique cette stratégie à travers ces messages. Bon, il faut retenir que lors de la République démocratique du Congo, nos sites d'exploitation sont identifiés. D'ailleurs, il y a eu un financement de gouvernement allemand au niveau de Berger pour que nous puissions déterminer les caractéristiques de minerais, la différence de particularité de minerais de la République démocratique du Congo et les minerais de pays voisins. Vous voyez? Donc nous pouvons aujourd'hui tenter de travailler là-dessus en prélevant des échantillons au niveau de la frontière pour que nous puissions identifier et faire... Parce que vous pouvez déterminer la différence. En ce qui concerne l'or du Rwanda, de l'Ouganda ou du Rwanda ou de la République démocratique du Congo. Mais à travers notre système de certification des sites, donc le ministre des Mines envoie les équipes des auditeurs avec l'accompagnement de la communauté internationale. Nous faisons souvent la descente avec les inspecteurs du ministère des Mines qui vont faire la descente sur le terrain, identifier les sites d'exploitation. C'est rassurer qu'ici, les conditions sont réunies. Ça veut dire qu'il n'y a pas des enfants mineurs. Il n'y a pas de femmes enceintes. C'est-à-dire le principe fondé sur la violation des droits de l'homme est bel et bien respecté ici. À ce moment-là, le ministre des Mines prend l'arrêté pour certifier d'abord les sites. Oui, c'est pourquoi je viens de vous dire ici que pour que notre site soit mis à la disposition de Chrysler, il faut que ça respecte d'abord qu'il n'y ait pas la présence de groupes armés dans les sites d'exploitation, même pas nos propres militaires. Ça fait partie des termes de référence du ministère des Mines avant de certifier tel ou tel site. Il ne faut pas qu'il y ait des femmes enceintes là-bas. C'est parmi les termes de référence pour que vous puissiez travailler en toute sécurité. Il faut que les enfants aient à l'école.
On est de voir des enfants mineurs en train d'exploiter là-bas. Non, non. Mais il y a un problème qu'il faut retenir et que nous avons souvent la difficulté de convaincre au niveau de l'OCDE. Vous savez que chez nous, à l'intérieur du pays, je ne sais pas si vous avez déjà été dans vos villages d'origine, vous allez trouver là-bas que là où vous vous appelez site d'exploitation, c'était le terrain de foot des enfants qui sont nés là-bas. Parfois, c'était même la maternité de maman là-bas. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a pas d'école. Il n'y a qu'un chef coutumier qui vit avec plusieurs femmes et il a beaucoup d'enfants. Et ces enfants ne jouent que derrière la maison. Et derrière la maison, vous allez détecter qu'il y a des minerais. Donc on ne peut pas chasser cette famille parce qu'ils vivaient là-bas. Alors nous essayons de faire voir que c'est parmi les thèmes de référence pour se rassurer qu'il n'y a pas des enfants mineurs. Et s'il y a des enfants mineurs, ce sont des enfants qui vivaient là-bas avant même l'exploitation. Nous allons terminer cette émission parce que la fraude minière a beaucoup dérangé la RDC et l'ITOA, qui est une initiative officielle, voudrait absolument que tous ceux qui travaillent dans le secteur d'exploitation minière artisanale, en ce qui concerne l'or, puissent comprendre que la donne a changé. Que ce n'est plus le temps où n'importe qui pouvait profiter de sorties ou des frontières poreuses de la RDC pour sortir avec de l'or. Le moment est devenu celui où, avant de faire quoi que ce soit, on doit réfléchir deux fois. Parce que si on vous attrape, votre colis, vous le perdez et les portes de prison sont ouvertes. C'est vous qui perdez tout. Et le colis, et l'argent, et aussi vous allez passer le temps en prison. Maître Pascal Niembo, juriste, le dit. Et il le dit parce qu'il voudrait bien attirer l'attention de tout Congolais pour comprendre que laisser ne fût-ce qu'un gramme d'or sortir dans la fraude, c'est constituer un manque à gagner au gouvernement congolais qui a besoin de l'argent, qui a vraiment beaucoup de programmes qu'il voudrait bien réaliser et que tout ce qui est en train de sortir dans la fraude est un manque à gagner pour le gouvernement. Pascal le dit et il le dit très clairement. Notre démarche est d'éviter que les groupes armés continue à avoir le moyen de la politique criminelle dans notre pays. Vous savez que lorsque les ADF-MAN, les FDLR, tous ces Rwandais-là, militaires rwandais, les FDLR sont des Rwandais. Les ADF-MAN sont des Ougandais. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des rebelles ougandais et des rebelles rwandais qui opèrent chez nous. S'ils peuvent avoir la difficulté de tracer leurs minerais, automatiquement, ça va réduire leur capacité d'acheter les armes et les munitions. C'est pourquoi, si nous appliquons l'ITOA, les groupes armés auront du mal justement à exporter frauduleusement. Parce qu'on va vous exiger à l'extérieur, même en Ouganda, on va vous exiger la présence de l'ITOA sur la chaîne d'approvisionnement de votre minerai. Alors, si vous n'êtes pas en ordre avec la République démocratique du Congo, sur le plan de traçabilité mis en place par les CSC dans le cadre de l'ITOA, l'or sera saisi. C'est comme aujourd'hui, il y a plus de 2 tonnes en Ouganda, ils ont du mal à exporter. Ils sont en train de négocier. C'est parce qu'ils ont acheté des minerais qui ne sont pas tracés. Et nous avons communiqué aux raffineries extérieures que l'or en provenance de l'Ouganda, c'est l'or ici venant du Congo d'une manière frauduleuse après le viol des femmes, après le massacre des Congolais. Et beaucoup de raffineries se sont méfiées à acheter l'or de l'Ouganda. Donc ils sont bloqués avec la marchandise. Ce qui signifie qu'avec l'ITOA, la marchandise ne peut pas être bloquée. Même à Dubaï, il y a beaucoup de colis qu'on nous a renvoyés ici. Vous sortez avec la marchandise, l'or qui n'est pas tracé, ça arrive à Dubaï, comme nous sommes en train de travailler avec Dubaï, pour que cela ne continue plus. On vous arrête avec la marchandise, on nous renvoie la marchandise ici. Et on vous arrête vous-même sur place. Parce que nous avons des accords maintenant au niveau de la région des Grands Lacs. Et nous, nous sommes en train de travailler avec les autres États. En Suisse, 3 tonnes d'or, nous sommes en procès avec une raffinerie suisse. Parce qu'ils ont acheté chez nous frauduleusement. À Surat en Inde,
Il y a un Congolais qui il avait amené plus de 15 000 carats de diamants, frauduleusement. Les Indiens l'ont arrêté. Ils nous ont informés. Et nous sommes en procès pour récupérer la marchandise. Donc, il y a un travail. Il y a un travail que nous sommes en train de faire. Mais ce travail, pour atteindre les objectifs, il faut l'accompagnement de la population congolaise, de notre peuple dans les combats. Parce que vous savez que la loi prévoit que celui qui va dénoncer la sortie frauduleuse de minerais, il bénéficie de 20% de la valeur du colis. Si nous réalisons des saisies, vous avez vu, on arrête un groupe de Libanais avec des colis dans des conditions difficiles. C'est parce que le peuple s'est mobilisé totalement autour de nous pour donner des... Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On doit faire plus. Il faut que la population s'infiltre dans des maisons des acheteurs illégaux pour que nous puissions avoir des détails qui vont permettre à ce que nous puissions ramener nos minerais à la maison. C'est très important. Il faut retenir que il ne faut pas avoir peur parce que nous avons mis en place un système de sécurité beaucoup plus élevé. D'abord, les sachets ne sont pas fabriqués en République démocratique du Congo. Ce sont des sachets fabriqués en Europe avec des puces à l'intérieur. Et l'ensemble des numéros des codes barres sur ces sachets existent dans notre base de données. Parce que nous avons notre propre serveur qui prend en charge l'ensemble des mouvements de nos sachets dans chaque province. Notre base de données nous détermine que nous avons déjà évacué autant de numéros et tel numéro se trouve dans telle province, tel numéro se trouve dans telle province et dans tel secteur. C'est identifié, c'est trop technique. Donc sur ce plan, vous pouvez être tranquille, ça sera difficile de pirater parce que nous avons pris des dispositions. À moins que vous puissiez infiltrer notre base de données, ce qui ne sera pas facile parce que nous y veillons pour les comptes de la République. Donc ça, et puis de deux. Mais ce qu'il faut retenir est que l'ITOA, c'est une initiative congolaise par excellence en fait. C'est pour permettre à ce que désormais que l'Occident nous considère, que nous sommes conscients et nous sommes déterminés à respecter des conventions signées par nos chefs d'État sur le plan des chaînes d'approvisionnement responsables des minerais dans le monde. Nous ne voulons pas, nous, les Congolais, être à la base du renforcement des capacités des groupes terroristes aussi dans le monde. Nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous avons mis en place l'ITOA. Parce que l'ITOA va nous permettre de veiller et sur le flux matière et le flux monétaire. Ça veut dire que nous allons veiller sur le mouvement de nos minéraux, donc la chaîne d'approvisionnement responsable. Et nous allons veiller aussi sur la provenance de l'argent qui achète nos minéraux, grâce à l'ITOA. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour cette émission. Nous disons merci à Maître Pascal Niembo pour vraiment avoir soutenu cette initiative de traçabilité de l'or d'exploitation artisanale, l'ITOA, initiative qui est vraiment en train d'asseoir son arsenal technique pour empêcher à tout esprit malin de ne plus tenter de sortir avec de l'or par des voies illicites. Et on voudrait bien que tous les Congolais, soient-ils dans l'exploitation artisanale, qu'ils sachent que tout ce que nous avons comme produit tiré du sol ou du sous-sol congolais peut permettre à ce que chacun se retrouve. C'est-à-dire qu'on arrive à des conclusions win-win, que celui qui a exploité puisse se retrouver, que le gouvernement aussi puisse se retrouver. Voilà, c'est par tout cela que nous disons que même l'or sorti, soit-il en petite quantité, les taxes que le gouvernement tire à gauche à droite peuvent permettre à ce que beaucoup de solutions soient, beaucoup de questions soient résolues. Alors, mesdames, messieurs, nous vous disons merci. Nous disons aussi merci à Maître Pascal Niembo et surtout au CSC, qui est le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, pour tous les efforts. Et nous disons aussi merci au ministère des Mines qui a vraiment lancé cette initiative, l'ITOA, l'initiative de traçabilité de l'or d'exploitation artisanale. Tout cela pour que, effectivement, tout Congolais puisse tirer profit des produits issus de son sous-sol, surtout en ce qui concerne l'or. Et comme vous le savez, c'est par les efforts de tout le monde qu'on pourra mettre fin ou qu'on pourra éradiquer la fraude dans le domaine de l'or. Merci à Maître Pascal Niembo, 2GA du CSC. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions
et nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.